d'Afrique, ça, Panafricom TV depuis Bruxelles et toutes nos plateformes WhatsApp, TikTok, Instagram et Telegram et tout le reste, Twitter, Facebook. Bienvenue dans votre registre 52 minutes de vérité. 52 minutes de vérité dans ce soir. Nous partons à Bruxelles. À Bruxelles, nous allons retrouver Luc Michel. Et pourquoi dire avec Luc Michel? Avec Luc Michel, nous allons examiner la grande guerre mondiale actuelle des hydrocarbures. La guerre des hydrocarbures fait rage depuis justement l'action de police internationale de dénazification et de démilitarisation de l'Ukraine lancée par Vladimir Poutine. La guerre des hydrocarbures fait rage au-delà des autres guerres, c'est-à-dire la guerre des influences et de l'économie des blocs, ou la guerre justement géopolitique et géostratégique actuelle de la recomposition d'un monde qui ne sera plus unipolaire. L'unilatéralisation du monde est terminée. Alors, dans cette grande guerre des hydrocarbures, qu'est-ce qui se passe? Je dis d'abord bonsoir à Luc Michel depuis Bruxelles. Luc, bonsoir. Et bienvenue. Ciao. Bonsoir à toi Hubert, bonsoir à ton équipe et à nos téléspectateurs. Alors, quand on dit guerre des hydrocarbures, alors que nous sommes pratiquement, c'est le 9e mois depuis cette action de police internationale, quel est le contexte actuel des hydrocarbures, du marché des hydrocarbures et de la guerre qui se déroule? Commençons par le contexte actuel. L'Ukraine, en fait, ce n'est qu'une dérivation militaire. Ciao. La véritable guerre, elle est économique. C'est la guerre des hydrocarbures. La guerre des hydrocarbures n'a pas commencé il y a 6 mois. Ciao. Elle a commencé en septembre 2015, lorsque l'Amérique du président Obama a pris le contrôle du marché mondial des hydrocarbures, le pétrole et le gaz. À ce moment, grâce à la production des hydrocarbures de schiste, les Américains sont devenus autarciques dans le domaine des productions des hydrocarbures et ils sont devenus exportateurs de pétrole et de gaz. Le but des Américains dans la guerre ukrainienne, il est double. D'une part, c'est fragiliser militairement, bien entendu, la Russie. Mais le deuxième point, il est économique. Il s'agit de garder pour l'Amérique le contrôle du marché des hydrocarbures, empêcher la Russie d'avoir un rôle dominant et creuser un fossé qui empêche la Russie de fournir en Europe de l'Ouest du gaz et du pétrole et que les Américains puissent vendre à des prix usuraires leur pétrole en Europe. Le pétrole et le gaz de schiste américain, il coûte 6 à 10 fois plus cher au mètre cube que le pétrole et le gaz russe, tout simplement parce qu'il est difficile à extraire. Dès lors, évidemment, les grands perdants de cette guerre des hydrocarbures, ce sont les Européens, puisqu'ils se sont privés du gaz, du pétrole et du charbon russe à bas prix, et qu'ils achètent un peu partout dans le monde, aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde, des produits, des hydrocarbures évidemment, qui sont vendus de 6 à 10 fois le prix que demandaient les Russes. La guerre est donc éminemment économique. Luc Michel, vous venez de dire qu'elle vise prioritairement la Russie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire le bilan des assauts vers la Russie et aussi les réactions de la Russie pour résister à ce que vous avez appelé la fragilisation, ce que vous avez appelé justement l'élimination du marché pratiquement européen et des autres marchés? Quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui de cette situation, Luc Michel? Vis-à-vis de la Russie, c'est un échec. C'est-à-dire que depuis 6 mois, la Russie a accumulé presque 200 milliards de dollars de vente d'hydrocarbures parce que ceux-ci ont augmenté. Et les hydrocarbures, notamment le gaz, que la Russie ne fournit plus en Europe, il est vendu à la Chine et à l'Inde. Donc c'est un échec vis-à-vis de la Russie, mais c'est une réussite vis-à-vis de l'Europe, puisque l'Europe est ruinée. Il y a une crise énergétique, il y a une crise économique. La prospérité allemande, elle reposait par exemple sur le gaz russe,
vendus à bas prix. Ça, c'est terminé. Cette semaine-ci en particulier, il y a eu une crise d'une pénurie en France. Il y a des files de kilomètres devant les stations-service. Ce n'est pas dû seulement, évidemment, à la crise économique, c'est dû à la guerre en Ukraine. Alors, si on comprend bien, Luc Michel, c'est que l'Europe est en train de souffrir dans cette affaire. Au-delà des grandes campagnes de communication des médias mainstream en réalité, qui parlent d'une Europe unie, d'une Europe qui va faire face à cette pénurie de l'énergie, à cette grande guerre des hydrocarbures. Vous dites le contraire. Ce qui se passe évidemment, c'est que les Américains, en engageant la guerre en Ukraine, ils avaient un objectif, c'est fragiliser la Russie, mais ils avaient un deuxième objectif, c'est fracturer les économies européennes qui sont le principal concurrent des États-Unis. Ils ont échoué face à Moscou parce que Poutine prépare la guerre depuis la Crimée en 2014, ce qui est le début des sanctions. Mais les Américains sont en train de réussir vis-à-vis des politiciens inconscients de Bruxelles. L'ancien président russe, Dimitri Medvedev, il parle des politiciens européens comme des idiots et des gens incompétents, et il a raison. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, je disais que c'est vrai, hein, la déclaration de Dimitri Medvedev, elle a fait le tour pratiquement de la toile. Mais restons dans cette Europe alors. Qu'est-ce qui explique pour vous? Bon, ça c'est la considération de Dimitri Medvedev, mais qu'est-ce qui explique l'opiniâtreté ou l'engagement de l'Europe malgré ces constats, Luc Michel? L'Europe, c'est un géant économique, mais c'est un âge géopolitique. Il est assujetti aux États-Unis vassalisés grâce à l'OTAN. L'OTAN, ce n'est pas le bouclier de l'Europe, c'est l'arnais de l'Europe. Grâce à la domination en Europe occidentale, l'Amérique est une superpuissance. L'Union européenne, c'est le deuxième poumon des États-Unis. Partout en Europe, les Américains ont installé au pouvoir des politiciens atlantistes, c'est-à-dire qui font la politique des États-Unis contre les intérêts de leur propre peuple. Pour les Européens, le coût de la guerre américaine en Ukraine, c'est la misère économique, la pauvreté sociale. Cet hiver, les Européens vont devoir choisir entre se soigner, rouler en voiture, se chauffer ou manger. Mais pendant ce temps-là, les politiciens atlantistes, eux, ils tirent tous les bénéfices des billets économiques que leur accordent les États. Prenez l'exemple de Macron. Macron, qui est l'exemple même du politicien pro-américain, c'est un ancien directeur de la banque Rothschild. C'est quelqu'un qui fait la politique américaine en Europe. C'est quelqu'un qui est extrêmement riche. Et sa femme Brigitte est la femme d'une famille d'industriels du nord de la France. Alors, à ce rythme, vous qui êtes à Bruxelles, vous êtes en Europe, à ce rythme, est-ce que l'Europe va tenir, puisque à Prague dernièrement, Emmanuel Macron, que vous venez de citer, a dit dans un discours fort, il a mobilisé l'Europe dans une unité. Est-ce que cette unité va tenir dans cette guerre farouche et justement de fracture, de volonté de fracture de l'Europe par les États-Unis, alors que l'Europe ne voit pas cela de ce angle-là? Est-ce que l'Europe va tenir? Quelles peuvent être les conséquences? Quelles peuvent être les incidences dans ce qui se déroule actuellement? Sans unité, c'est de la comédie. À Prague, on a discuté, mais on n'a pas pris de décision. En réalité, en coulisses, les Allemands essayent de discuter avec les Russes. La Hongrie de Viktor Orban est en accord avec la Russie qui est en train de construire là-bas 2 centrales nucléaires. Partout dans l'Europe, les masses populaires sont dans la rue en colère contre les politiciens atlantistes. Il y a des manifestations hebdomadaires en Russie, à Paris. Des manifestations gigantesques ont lieu à Prague même, parmi la population tchèque. Ces gens veulent la fin des sanctions. Donc, les politiciens atlantistes vont devoir faire une face, d'une part, à une révolte des populations, d'autre part,
à une crise économique, à une récession, ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire une crise économique doublée d'une récession financière. Mais Luc Michel, ce n'est pas ce que disent les médias mainstream. Il y a une campagne qui dit l'Europe se portait bien, l'Europe unie, l'Europe soudée, l'Europe face à la crise énergétique, l'Europe face à cette guerre des hydrocarbures dans laquelle nous sommes. Est-ce que cette campagne-là, elle est une campagne fausse pour vous ou alors une campagne de mensonges, puisque vous la suivez vous aussi? Pour le scénario médiatique qui repose sur le mensonge et sur le refus de la réalité. Les fils de plusieurs kilomètres qui dans toute la France sont devant les stations-service révèlent l'échec économique de Macron. Il y a encore plus fort d'ailleurs, et on est en train de sortir de la guerre des hydrocarbures, mais on reste dans les sanctions économiques. La semaine passée, Bruxelles a adopté le 8e train de sanctions économiques. Il s'agit d'empêcher les exportations d'acier russe en Europe. Mais le gouvernement belge à Bruxelles même, qui est un gouvernement atlantiste, a refusé de voter ces sanctions. Ces sanctions vont faire que les dernières usines sidérurgiques belges et allemandes vont devoir fermer. Voilà le résultat. Les sanctions européennes, la guerre des hydrocarbures, ce sont des boomerangs qui fragilisent en premier les Européens. Alors, quelle est aujourd'hui la considération de l'autre bloc en principe qui observe cela, c'est-à-dire les BRICS? Je veux prendre l'Inde, la Chine, le Pakistan et d'ailleurs l'Iran, en fait tous ces pays qui sont justement derrière la Russie. Quelle est la considération aujourd'hui? Est-ce que la guerre du monde multipolaire est en train d'être gagnée dans cette guerre des hydrocarbures? Ou alors le monde va redevenir, ou alors repartir vers l'unilatéralisation, parce que c'est en principe les deux chocs actuellement en situation dans la marche du monde. L'unilatéralisme est mort, définitivement mort, tué par Poutine. Il y a eu deux événements importants. Ces derniers jours, il y avait le vote aux Nations Unies. Eh bien, aux Nations Unies, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Brésil, l'Afrique du Sud, tous se tiennent du côté de la Russie. Il y a quelques semaines, il y a eu la réunion des non-alignés, ce qu'on appelle le G20 en Indonésie. Ils ont invité Poutine et Xi Jinping et ils ont refusé de prendre parti dans la guerre occidentale. La guerre économique, elle est gagnée par Poutine, définitivement. La guerre économique est gagnée par Poutine, mais en réalité, c'est pas ça qui est vu par, je reviens et j'insiste, par les experts occidentaux, par ceux qui écument les réseaux sociaux, par ceux qui écument les plateaux de télévision de ce côté. On présente en réalité que l'Ukraine, en principe, va sortir de son bourbier et que c'est plutôt la Russie et ce bloc-là qui vont en subir. Que pensez-vous, géopoliticiens? Ça fait 50 ans que vous observez cette marche-là. Que pensez-vous de l'actuelle situation et de tout ce qui se joue? Quels sont les ressorts des jeux et des enjeux? Les médias occidentaux, ils mènent la guerre médiatique. Leur but, c'est de nous vendre des scénarios. Ces scénarios, c'est que l'Ukraine gagne la guerre, que Poutine serait isolé, qu'il est en train de perdre pied, etc. Mais c'est faux. Poutine a remporté 4 grands succès au cours des dernières semaines. Tout d'abord, il n'y a pas d'isolement puisque 80% de la planète, des géants économiques, la Chine, le Pakistan, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Pakistan, l'Inde et le Brésil, qui étaient des alliés de l'Occident il y a 6 mois, se situent aujourd'hui du côté de la Russie. Deuxième succès de Poutine, c'est l'annexion de 20% du territoire ukrainien, la Novorossia, c'est-à-dire plus de 100 000 kilomètres carrés. Troisièmement, la guerre économique, évidemment. La Russie ne s'est pas effondrée. Au contraire, elle domine la guerre des hydrocarbures. Et la quatrième chose qu'il faut retenir, évidemment,
c'est que Poutine a réussi son pari politique, c'est de mettre un terme au nouvel ordre mondial américain. Le 24 février à minuit, l'Amérique dominait le monde. Il y avait 3 OTAN. L'OTAN de l'Europe de l'Ouest, l'OTAN du Proche-Orient, l'OTAN du Pacifique qu'on appelle le Quad. Aujourd'hui, l'OTAN européenne, elle fait face à la Russie. L'OTAN du Proche-Orient, elle n'existe plus. Elle était basée sur l'alliance d'Israël avec les Émiratis, les Qataris et les Saoudiens. Ceux-ci, dans la guerre des hydrocarbures, ont pris tous les 3 le parti de la Russie. Troisièmement, dans l'OTAN du Pacifique, la Chine, excitée sur la question de Taïwan, fait face évidemment aux alliés de l'Occident et elle est du côté de la Russie. Dans la guerre du Pacifique, l'Inde, qui était l'allié de la France et des États-Unis dans l'océan Indien, elle est aujourd'hui alliée à la Russie. Et le Pakistan, qui depuis 1970 était le principal allié des Américains en Asie centrale, est aujourd'hui retourné du côté de Téhéran, de Pékin et de Moscou. C'est aucune victoire totale pour Vladimir Poutine. Alors, cette affaire est très intéressante. Avant de parler de l'Afrique, ou alors, parce que vous savez qu'on parle à partir de l'Afrique, nous autres, et on s'élève pour avoir ce regard, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'Europe va se résigner à négocier ou que les États-Unis vont lâcher la main? Les États-Unis ne lâcheront pas. Ils veulent pousser à une guerre qui dure et à creuser un fossé incomblable entre la Russie et l'Union européenne. Tout va dépendre évidemment de la colère des populations européennes. Les gilets jaunes, c'était un petit avant-goût de ce qui attend les gens comme Macron, comme Macron en Belgique, comme Meloni en Italie, comme Liz Truss en Angleterre, qui est l'épicentre de la colère sociale en Europe. Plus les populations européennes seront dans la rue, les politiciens européens devront rompre avec Washington. Mais les Américains ne lâcheront pas pied, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut prendre cette colère potentielle des populations comme un rapport de force potentiel aussi, je dois me répéter, et qui pourra faire basculer les équilibres? Écoutez, les politiciens européens vont devoir faire face à un mouvement du type 10 fois plus important que les Gilets jaunes, beaucoup plus violent, parce qu'ici, il s'agit de gens confrontés à la misère sociale. Il y a des dizaines de milliers d'entreprises en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et en Belgique qui ferment à cause de la crise des hydrocarbures. En Angleterre, 250 000 faillites sont annoncées. En Belgique, c'est des dizaines de milliers. Dans le domaine de l'industrie, dans le petit commerce de la boulangerie, du commerce de détail, etc. C'est une crise sociale qui sera insupportable pour les gouvernements atlantistes. Mais ça, c'est le coût de la guerre américaine en Ukraine. Oui, ben, Luc Michel, nous n'y sommes pas encore, mais on sait que le bloc occidentalo-américain a toujours eu une capacité de mutation et de transmutation jusqu'à présent pour ne pas faire éclater ces mouvements de révolte et de révolution sociale. Une petite crise économique qui concernait certaines catégories de population. Ici, c'est la misère pour les classes populaires. Les gens n'ont plus de quoi manger, se soigner, rouler, se chauffer, etc. Tout va dépendre évidemment de la dureté de l'hiver en Europe. On l'annonce très froid déjà maintenant. Et ça va être une catastrophe pour les politiciens atlantistes. Jamais avant la guerre en Ukraine, on avait connu une situation pareille. Alors, lorsqu'on regarde l'Afrique dans ce monde absolument qui annonce le bouillonnement des peuples et des populations par les effets contraignants de la misère que vous avez dit qu'elle va s'accroître de ce côté-là. Alors, quel est le regard qu'on peut avoir à partir de l'Afrique
dans cette scène-là, cette guerre des hydrocarbures? On le sait, c'est l'enjeu de la future Troisième Guerre mondiale. Le but des Américains et de leurs vassaux ouest-européens, c'était de garder le contrôle de l'Afrique. Et ils ont échoué. 34 pays africains soutiennent la Russie. La sphère d'influence de Poutine, qui concernait la Centrafrique et le Mali, la sphère d'influence directe, aujourd'hui, elle a ajouté le Burkina Faso, où a éclaté un coup d'État pro-russe. Et bien entendu, les pays africains ont refusé de choisir dans la guerre occidentale contre la Russie. Des pays comme le Sénégal, comme le Gabon, comme le Togo, évidemment, sont neutres. Le Gabon aux Nations Unies a voté en faveur de la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Pakistan, avec le Brésil et avec d'autres pays. L'Afrique du Sud soutient la Russie. Voilà ce qu'il faut retenir, évidemment. Et le pays central par lequel les Américains rentraient en Afrique, le Maroc lui-même a refusé de voter les sanctions contre la Russie parce qu'il a besoin du blé russe. Alors, Luc Michel, les experts que nous rencontrons et ceux qui épiloguent là-dessus disent que c'est une grande opportunité de l'Afrique, mais que l'Afrique elle-même tarde pour l'instant à saisir, c'est-à-dire les intelligences, les intellectuels, devrais-je dire, les hommes de science, en fait, les érudits n'arrivent pas à faire en sorte que les décideurs puissent saisir ces multiples opportunités qui se présentent pour l'Afrique dans cette situation. Oui, mais on ne juge pas bien les situations. Oui. Lorsqu'il y avait la première guerre froide en Afrique en 1970, 1990, l'Afrique voyait deux phénomènes. Il y avait des États qui basculaient du côté de l'Union soviétique, quelques-uns. À l'époque, c'était l'Éthiopie, la Somalie, par exemple, la Libye de Kadhafi d'Algérie. Aujourd'hui, nous avons l'Algérie, le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso. Mais les autres avaient rejoint ce qu'on appelait les États non alignés avec Tito et Nasser. C'est-à-dire qu'ils étaient alliés de l'Union soviétique, mais ils refusaient d'appartenir au bloc de l'Est et de participer directement à la guerre. Aujourd'hui, précisément autour du G20, les pays non alignés sont en train de se reconstituer. Autour de l'Algérie et autour de la Serbie en Europe. Il y a quelques semaines, le vice-président de Guinée équatoriale, Théodore Gagnema, est allé faire des accords économiques et géopolitiques à Belgrade en Serbie, de la Guinée équatoriale avec la Serbie. C'est la même chose maintenant. Les pays qui refusent de condamner la Russie, ce sont les héritiers des non-alignés. Ils sont de facto l'allié de Moscou, comme il l'était dans les années 60-70. Alors, Luc Michel, vous faites là, vous nous ramenez l'histoire parce qu'elle nous permet de comprendre, d'inscrire cette guerre des hydrocarbures dans une dynamique de de l'économie des blocs, de la réécriture de la carte du monde, pas non plus sur le prisme de l'unilatéralisme, mais sur la multipolarité qui exige la diversité des échanges et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, ce n'est pas une opportunité ou alors un rapport même de force géopolitique et géostratégique pour l'Afrique de se propulser en avant dans cette scène mondiale? Poutine, évidemment, avait deux buts de guerre en Ukraine. C'est en finir avec l'ordre mondial américain et en finir avec la globalisation, la domination mondiale de l'économie par les Américains. Les Russes, avec leurs alliés iraniens, ils ont préparé la guerre. Tout d'abord, ils ont doublé l'OPEP par l'OPEP+. Jusque-là, l'OPEP était l'allié des États-Unis avec les Saoudiens. Dans la réunion qui a lieu la semaine précédente entre l'OPEP+, c'est-à-dire les 10 pays de l'OPEP et les 10 pays autour de la Russie qui sont les acteurs du marché des hydrocarbures, eh bien, ils ont basculé du côté de la Russie. Deuxième étape, c'est la guerre du gaz.
Les Russes ont construit avec les Iraniens l'Association des États producteurs de gaz, qui a tenu en juillet 2019 son premier sommet à Malabo, en Guinée équatoriale, et qui a tenu son deuxième sommet à Doha il y a quelques semaines. Dans les deux cas, il y a une puissante alliance constituée par la Russie, l'Iran, le Venezuela, l'Algérie, le Sénégal, la Guinée équatoriale, etc. Leur but, c'est d'arracher aux Américains le contrôle du marché du gaz. Le troisième phénomène, c'est encore Poutine qui l'a organisé, c'est la dédollarisation du marché mondial. Ça veut dire que l'économie mondiale n'est plus dominée par le dollar, mais par des monnaies fortes, notamment le rouble et notamment le yuan qui est basé sur les réserves d'or de la Chine et de Moscou. La Chine, dedans d'ailleurs, est l'allié principal de la Russie avec l'Inde. C'est l'échec total des Américains. La dédollarisation du monde, ça veut dire que le dollar ne dominera plus le monde, mais ça veut dire aussi que l'euro est la principale victime de cette guerre. Alors, nous n'y sommes pas encore au plan pratique, Luc Michel. Beaucoup estiment que le dollar reste toujours en place malgré que cette guerre des hydrocarbures bouscule et fonce dans une guerre des monnaies. Mais en réalité, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a effectivement dédollarisation du monde? Effectivement. Déjà, la Russie vend du gaz et du pétrole à la Chine, à l'Inde. Elle échange des technologies avec l'Iran. Tout cela se fait en monnaie locale, en yuan, en roupie, en rouble. Il n'y a plus du tout d'or dedans. Et plus les Américains imposent des sanctions au monde, il y a aujourd'hui des sanctions américaines pour 40% de la population mondiale, plus ces pays construisent des mécanismes de contournement des sanctions qui sont basés sur le refus du dollar. Il y a particulièrement un mouvement mondial, on l'appelle le corridor Téhéran en Iran, Caracas au Venezuela, Dakar au Sénégal, qui vise à vendre des hydrocarbures en échappant aux sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. Alors, je vais encore rester au niveau de l'Afrique. Alors, c'est-à-dire, je veux faire un parallèle. On sait qu'il y a pratiquement 5-6 jours, une semaine, l'OPEP a donné son ton et le ton et la voix consolidaient les positions, les stratégiques, les dynamiques russes. Mais aujourd'hui en Afrique, est-ce qu'il y a des actes que vous voyez qui consolident cette alliance vers un monde de diversité d'échanges, de pluralité d'échanges, ce monde que nous appelons le monde multipolaire? Économique, justement. La constitution d'un axe Alger, Moscou, Téhéran, auquel se sont ralliés, par exemple, le Sénégal, auquel hésite à se rallier le Nigeria, mais on y est presque. Oui, vous êtes à l'antenne, Luc Michel, auquel sera relié le Nigeria. Une bonne démonstration. Luc Michel, certainement, on va le retrouver, puisque là, nous essayons de voir dans cette grande guerre des hydrocarbures qui elle-même est enfuie dans une guerre économique parce que la réalité la plus macro est donc cette réalité de la guerre économique que les États-Unis ont voulu donc livrer, comme le disait Luc Michel à l'entame, à la Russie, c'est-à-dire fragiliser la Russie sur des doubles plans, plan économique, plan commercial, plan même militaire. Il était question donc de museler la Russie et de consolider cette unilatéralisation du monde, cette manière de parler au monde, de dominer le monde comme une gendarmerie au sommet du monde avec cette chape de plomb qui est l'OTAN, et c'est l'OTAN plus qu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est d'ailleurs les 5 membres permanents qui coiffent avec leur veto. C'est vrai que la Russie et la Chine
se sont désolidarisés de certaines décisions et de certaines prises de position et d'une manière de voir le monde. Mais l'on sait que dans cette affaire, l'Afrique en réalité, beaucoup estiment que l'Afrique a beaucoup à gagner, beaucoup d'opportunités, que ce soit en termes d'économie, que ce soit en termes politiques, que ce soit en termes commerciaux, que ce soit même en termes géopolitiques et géostratégiques. Mais en réalité, quels sont les axes? Vous étiez là en train de démontrer, Luc Michel, qu'il y a des grands axes possibles qui sont en train de s'inscrire. Vous étiez en train de citer le Nigeria. Est-ce que Luc Michel est revenu avec nous? Luc Michel, depuis Bruxelles, pratiquement 50 ans d'observation du monde et de lutte et de combat, mais avec une fibre justement panafricaniste, dans ce sens où le panafricanisme est véritablement l'humanisme. Luc Michel incarne cela. Il était donc en train de nous démontrer que dans cette guerre des hydrocarbures, qui est une guerre pratiquement économique, une guerre d'occupation du monde, une guerre de la réécriture de la carte du monde en termes d'influence, en termes d'intérêt, de possession, des dynamiques et des logiques justement d'affrontement, monde multipolaire et monde unipolaire. Il y a donc le fait que l'Afrique en réalité se réveille, devrait se réveiller, et beaucoup d'experts estiment que en réalité elle perd beaucoup de temps à se positionner. Luc Michel a dit tout à l'heure que c'est une mauvaise manière de voir, qu'il y a des dynamiques. Alors Luc Michel, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là, Hubert. Alors vous étiez en train de dire qu'il y a une grande dynamique et des alliances, vous étiez en train de citer le Nigeria. Écoutez, l'Afrique aujourd'hui, elle a un choix. Il y a des pays qui vont s'allier directement avec la Russie, qui ont choisi la rupture avec les Occidentaux. L'exemple typique, c'est le Mali, c'est la Centrafrique, c'est l'Algérie, c'est aujourd'hui le Burkina Faso. Les autres pays africains, ils vont devoir choisir la participation au mouvement des non-alignés, qui est une forme d'indépendance vis-à-vis des Occidentaux. Et ils vont devoir également prendre position dans la guerre des hydrocarbures, ou participer du côté occidental et choisir la ruine, ou participer du côté du bloc de l'Est et choisir la prospérité économique. De toute façon, refuser le monde de Moscou, de Téhéran, de Pékin, de New Delhi et d'Islamabad, c'est refuser une communauté de 6 milliards d'hommes et de femmes. L'Occident, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est 1,5 milliard d'individus. Ça ne compte pas vis-à-vis de 6 milliards d'hommes et de femmes. Merci à vous, Luc Michel. On va aller à la fin de ces 52 minutes de vérité. Vous venez de dire quelque chose là qui est très important, c'est-à-dire il y a pratiquement 7 milliards et demi, mais on monte à 8 milliards déjà au 15 novembre prochain. Je crois que ce sont les statistiques confirmées sur la place mondiale. Le monde va atteindre 8 milliards de personnes, mais vous êtes en train de dire qu'il y a 6 milliards en principe qui ne sont pas de ce bloc occidentalo-américain, mais qui fait des mains et des pieds pour pouvoir encore rester au sommet du monde. Alors pour vous, vous venez de tracer là deux dynamiques, une dynamique de ruine, une dynamique de prospérité. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que c'est la marche que le monde va suivre actuellement? Ou qu'il est en train de suivre déjà? On étudie une carte du monde, on voit qu'il y a les pays pro-occidentaux qui représentent environ 18% de la population mondiale, de l'aveu même de l'ancienne ambassadrice de France, Madame Bergman à Moscou. Mais face à eux, il y a 82% de la population mondiale. Il y a les BRICS, il y a les non-alignés du G20, il y a la Chine, il y a Pékin, il y a New Delhi, il y a le Pakistan, qui sont directement alliés à Moscou. C'est 80% de la population mondiale. L'histoire retiendra que les Américains, en lançant la guerre économique, la guerre des hydrocarbures, ils ont eux-mêmes détruit les bases de leur ordre mondial et de la globalisation made in USA.
Alors, on va s'en sortir de ces 52 minutes de vérité avec, vous le connaissez très bien, les dynamiques et les logiques de la révolution des couleurs. Nous sommes là au Cameroun. Il y a une dynamique ou des dynamiques de la révolution des couleurs qui visent à fragiliser les institutions. Et dans cette logique de la fragilisation des institutions, ce sont parfois des personnalités qui sont indexées. Vous connaissez Boris Berthold, vous avez lu une certaine alerte. Et c'est dans le personnage ou la personnalité de Ferdinand Ngongo qui est visé au Cameroun. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation, Luc Michel? Des révolutions de couleur. Elle a commencé sous Donald Trump en 2019. On appelait ça la nouvelle politique africaine de Trump. Elle était reprise intégralement par Joe Biden et Kamala Harris. Le but, c'est de fragiliser les États qui tentent d'échapper à l'influence américaine. Actuellement, il y a une tentative de révolution de couleur en Russie contre Poutine, en Chine, dans le Xinjiang et dans d'autres pays. La Guinée équatoriale, par exemple, en Afrique, est victime. Le Cameroun, et depuis le printemps arabe de 2011 et puis le printemps africain de 2014, c'est une cible de ces révolutions de couleur. Il y a eu une série de phases qui ont tout échoué, dont participent les tentatives d'insurrection et de sécession. Par exemple, les Amazoniens. Il est donc tout à fait normal, à partir du moment où il va y avoir la succession de Biya qui va se décider, et où le Cameroun de Biya est aujourd'hui un allié militaire de la Russie. Il est donc normal que les Américains, mais aussi les Français, tentent une révolution de couleur. Alors, pour être précis dans cette affaire, lorsqu'on s'attaque à une institution et que, par exemple, le président de la République, vous le connaissez très bien, c'est le président Paul Biya, son secrétaire général, ministre d'État, c'est le ministre Ferdinand Ngongo. Lorsqu'on s'attaque, lorsqu'on met sur la vitrine et sur les orbites une personnalité, quels sont les buts visés? Quelle est la lecture que vous faites depuis Bruxelles de ces alertes qui viennent là-bas? Vous connaissez Boris Berthold, vous avez peut-être lu ces alertes. Quelle est la lecture que vous faites de la situation? Ces révolutions de couleur, c'est l'exploitation par des spécialistes de la guerre psychologique de populations en détresse. On exploite la misère sociale, la misère politique, la misère géopolitique. On exploite tout ce qui est possible. Dans le cas du Cameroun, évidemment, il s'agit de créer des cris. Il y en a déjà eu des multiples. Lorsqu'on a lancé le printemps africain au Cameroun en 2015, il n'y avait pas d'élection. L'élection présidentielle en 2018. Mais déjà à l'époque, on disait Paul Biya dégage. C'est à cela que nous assistons à nouveau. Merci à vous, Luc Michel. On va certainement revenir sur cette information qui concerne le secrétaire général de la présidente de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, ministre d'État par ailleurs, qui, selon les informations, serait convoqué au tribunal criminel spécial, alors qu'en principe, pour la plupart des experts, celui-là agit pratiquement sur les instructions du président de la République, Paul Biya. Et si donc il est convoqué au tribunal criminel spécial, il y a une logique qui est claire, c'est que probablement c'est Paul Biya, le président de la République, qui est convoqué dans ce tribunal criminel spécial. Luc Michel, merci de nous avoir donné de votre disponibilité. Derrière vous, dans quelque chose comme 5 à 10 minutes, on va prendre Fabrice Beyor. Avec lui, on va examiner cette question. Vous la connaissez très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont perdu le Moyen-Orient? On peut parler du Moyen-Orient, même du Proche-Orient dans une certaine mesure. Est-ce que vous donnez déjà une réponse, une première approche à cette question? La grande caractéristique du dossier ukrainien, c'est la perte du Proche-Orient par les Américains. Le projet de construire un OTAN du Proche-Orient autour d'Israël, des Émirats et des Saoudiens, c'est un projet mort-né. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite, dans la guerre du pétrole, avec l'OPEP, elle est alliée à la Russie. Et les Qataris et les Émiratis, qui sont les leaders du marché du gaz, dans l'association des États producteurs de gaz. Au sommet de Doha, ils ont basculé du côté de Moscou. Plus grave encore pour les Américains, les Iraniens, qui étaient les ennemis des Saoudiens, des Émiratis et des Qataris, sont en train de faire la paix avec eux grâce à l'intermédiaire de la Russie.
C'est un séisme géopolitique pour les Américains. La domination américaine sur le Proche-Orient, elle reposait sur l'alliance géopolitique avec les Saoudiens depuis 1945. Aujourd'hui, on ne parle plus de Saoud. On parle aujourd'hui de Ben Salman. Ben Salman qui a été humilié par Joe Biden. C'est un ami de Poutine. Merci à vous, Luc. Avant de prendre Fabrice Beyor dans quelque chose comme 5 minutes, il est juste derrière vous. J'annonce déjà donc cette grande émission sur cette situation au Cameroun, situation justement de fragilisation des institutions et de ceux qui accompagnent ces institutions. C'est le cas de Ferdinand Ngongor, ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, qui serait donc convoqué au tribunal criminel spécial pour répondre d'un certain nombre de faits dont il a exécuté tout simplement parce que il agit sur les instructions de du président de la République, et qu'en principe il ne fait que poser des actes en fonction, en lieu et place de ce président de la République. Alors s'il est convoqué au tribunal criminel spécial, c'est probablement que c'est Paul Biya lui-même qui serait convoqué là-bas. C'est une affaire qu'on va examiner pour comprendre comment cela est-il donc possible, quelles sont les ramifications, les enjeux et jeux dans cette affaire. On va retrouver Fabrice Beyor depuis Moscou tout à l'heure, la lecture depuis Moscou de l'Amérique, en fait des États-Unis d'Amérique. Quel est l'état du lieu de ces États-Unis d'Amérique actuellement, vu de Moscou? Quels sont les rapports avec le Proche-Orient, le Moyen-Orient? On sait aujourd'hui les États-Unis ont perdu le Proche-Orient. Fabrice Beyor nous en dira tout à l'heure. Et d'ailleurs, les relations, les rapports actuels entre les États-Unis et la Russie. Madame, monsieur, à tout de suite.